Bonsoir, ce soir nous allons à Berlin-Est. Mais aussi un petit peu à Berlin-Ouest. Avec Ainsi Berlin, le nouveau roman de Laurent Petit-Mangin paru récemment à la Manufacture de Livres. Donc, si Berlin-Est et Berlin-Ouest il y a, cela veut dire que l'on est entre la Deuxième Guerre mondiale et la chute du mur de Berlin. C'est exactement ça, même si le roman ne finit avant le violoncelle de Rostropovitch. Oui, puis Rostro, on rappelle, a joué au niveau du mur au moment de sa chute. Le roman commence en fait au premier jour de la paix. L'Allemagne de l'Est est en train de se construire. Dans Berlin en ruine, on fait connaissance de Gerd, le narrateur de cette histoire. Un jeune Allemand résistant pendant la guerre. Il nous présente Käthe, l'une des deux jeunes femmes de ce roman, et voici comment il la décrit. Käthe me fascinait par son indolence, son mépris des conventions, par ses bâillements fréquents qu'elle ponctuait d'une petite musique, 3 petits tons tout discrets. Elle parlait peu, avait des idées radicales sur les changements qu'il convenait de donner à notre pays et, surtout, ne s'embarrassait jamais de rien justifier de ses idées. Mais le charme opérait, et chaque après-midi où elle ne pouvait venir à la résidence résonnait comme un jour creux, totalement perdu. Ils font tous les deux partie d'une cellule du parti, justement. Des jeunes qui veulent construire une RDA forte pour montrer à l'Ouest qu'ils vont réussir, mais aussi contre les grands amis soviétiques qui s'immiscent un peu trop dans les affaires de la petite République. Käthe est une pure et dure qui veut faire le bien à tout prix, peu importe les méthodes. Gerd, lui, est un petit peu plus hésitant. Käthe et Gerd, ils sont pourtant amoureux. Ils regardent donc, selon la formule consacrée, ensemble dans la même direction. Amoureux, je sais pas, ils sont amants, c'est sûr, mais Käthe ne laisse pas beaucoup de place à l'amour. Son projet, son programme de sélection, son programme de formation de la future nouvelle génération occupe tout son temps. Et donc, du coup, Gerd, il va les voir ailleurs. C'est pas vraiment ça, mais en fait, il a l'occasion de rencontrer Lise, une jeune veuve de l'Ouest, une américaine qui fait partie de la délégation de son pays, lors d'échanges entre les 4 grands, donc dans Berlin. Leur relation est platonique, ils n'échangent pas des baisers, mais du cornet de bif et du chocolat, et font des visites dans les anciens quartiers de la ville. Je vous présente Elisabeth. Cette femme venue de New York, avec le premier bateau d'épouses rejoignant leur mari. Le sien était mort pendant qu'elle faisait la traversée, elle l'a pris à son arrivée en Hollande et ne souhaitait pas retourner en Amérique où plus rien ne l'attendait. L'autorité américaine lui proposa de rester en Allemagne pour travailler à la gestion des décombres. Elle était la seule femme parmi nous, et ce n'était rien de dire qu'elle illuminait notre groupe. La souillure, le fracas de la guerre, elle n'en avait rien connu. Elle arrivait d'un autre monde, indemne et lumineux. Gerd va vite être écartelé entre son devoir, la femme forte, l'avenir de son peuple, et aussi de l'autre côté, la femme fantasme, la femme rêvée, qui sera bientôt de l'autre côté du mur. Un roman qui permet à Laurent Petit-Mangin de revenir sur des thèmes qu'il affectionne, la paternité. Et oui, Gerd et Käthe vont donc avoir un enfant ensemble. La fidélité à ses convictions face à l'amour filial. Tout ça, l'écrivain l'écrit avec une très grande finesse. Le récit avance, on découvre les personnages, leurs failles, leurs forces, au milieu d'un pays, d'un monde en crise. La guerre froide s'immisce dans l'histoire et bouscule les protagonistes. Insidieusement, le récit devient un roman d'espionnage, qui s'apparenterait plus à du John le Carré qu'à du Ian Fleming. Et ça entraîne Käthe, Lise et Gerd aussi, dans un maelstrom qui va bousculer leur vie. Et la force de Laurent Petit-Mangin, c'est qu'il ne porte jamais de jugement. Il entraîne le lecteur dans son univers et ses idées, avec, je dirais, la grâce de sa narration. Mais au final, il nous laisse seuls juges. Un deuxième roman, donc aussi réussi que le premier, qui, je le rappelle, s'appelait Ce qu'il faut de nuit. Oui, c'est vraiment difficile de dire celui que je préfère. D'ailleurs, premier ou deuxième, on ne sait pas très bien, car Pierre Fourniot, l'éditeur, raconte avoir reçu les 2 romans dans le même envoi. L'un ou l'autre, l'important, c'est qu'ils soient tous les 2 disponibles chez votre libraire. Bonsoir.